Merci d'avoir bravé la canicule et la lourdeur des matins post-électoraux pour venir à cette heure vraiment matinale. Je vais donc présenter en quelques mots et quelques images cette journée à laquelle un certain nombre d'architectes ont fait au Collège de France l'honneur de venir. Je ne commenterai pas leur biographie, elles sont imprimées sur un programme qui se trouve à l'entrée de la salle. Je le ferai simplement de manière extrêmement schématique. Ce matin, nous allons entendre Jean-Paul Philippon, Béatrice Julien, Yves Lion, Victoria Newhouse et Jean-Michel Tobelem, qui traiteront de plusieurs aspects de la question des musées, ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils observent, ce qu'ils analysent, comme nous continuerons par ailleurs à le faire cet après-midi. Victoria Newhouse nous fera l'amitié de parler en français, et il y aura cet après-midi 2 interventions en anglais. Pour des raisons logistiques qui m'incombent en partie, il n'y aura pas de traduction simultanée, mais je pense que tant Dietmar Steiner que Yuri Avakumov seront particulièrement intelligibles en anglais. Vous le verrez bien. Alors, cette journée sur les musées, peut-être peut-on baisser un peu la lumière, tout petit peu, pour regarder le programme. Cette journée a été organisée en contrepoint au cours que j'ai donné cette année sur l'architecture de Frank Gehry, auteur de nombreux musées, comme vous le savez, non des moindres, avec l'idée d'en élargir la perspective ouverte sur cette œuvre marquante, celle de Frank Gehry, mais aussi avec l'idée d'examiner certaines des directions prises à l'heure actuelle par la politique des musées en Europe et en Amérique du Nord. Marginalement, on le verra aussi au Moyen-Orient. Il ne fait aucun doute aux yeux de tous que nous vivons depuis les années 70 un cycle sans précédent de création de musées. En termes de quantité, tout d'abord, car les opérations nouvelles ou les rénovations se comptent depuis lors par milliers, sinon par dizaines de milliers. Merci, je crois que ça ira comme ça. Pas trop sombre, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde va s'en... Voilà, parfait. Donc, les rénovations très nombreuses ou les opérations nouvelles se comptent sans doute par dizaines de milliers dans le monde. Un cycle sans précédent aussi quand elle est l'élargissement de la notion même de musée, bien au-delà des domaines consacrés à l'art, à l'histoire ou à l'histoire naturelle, qui avaient été les premiers dans lesquels les musées publics avaient été créés, pour l'essentiel à partir du XIXe siècle, avec quelques épisodes antérieurs. Quelle que soit leur vocation disciplinaire, les musées ont comme caractéristique commune de se trouver, quant à leur production et à leur fonctionnement, au croisement des politiques publiques et de la philanthropie, on le verra aujourd'hui, et participent pleinement de l'économie. Ils s'inscrivent dans la sphère de la culture et dans celle de l'économie et dans celle du tourisme, qui est, ne l'oublions pas, avec la construction, l'un des 2 secteurs dominants dans l'économie de la planète. Quant à l'architecture des musées, elle doit faire face à nombre de contradictions dont nous parlerons aujourd'hui, et notamment la contradiction qui oppose la transmission de la connaissance, qui est le premier objectif des musées, et le principe de plaisir. Et ici vient à l'esprit inévitablement le texte critique que Paul Valéry, qui fut professeur de poétique dans ces lieux, au Collège de France, entre 1937 et 1945, ce texte magnifique que Valéry écrivait en 1923 sur le problème des musées. Et donc, je ne citerai que la déclaration la plus forte. Valéry écrit « Je n'aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d'admirables, il n'en est point de délicieux. Les idées de classement, de conservation et d'utilité publique qui sont justes et claires ont peu de rapport avec les délices. » Fin de citation. Donc Valéry considérait que les musées, pas à cause de leur fonction didactique, ne pouvaient pas être des lieux de délices, de plaisir, dans lesquels l'acquisition du savoir pouvait en même temps être une expérience agréable. Il est vrai qu'il avait à l'esprit
les musées existants, notamment les grands musées encyclopédiques du XIXe siècle. Depuis lors, comme on le verra, les musées ont fortement changé et ont cessé d'être des machines classificatrices et des monuments, ainsi que le Kunsthistorisches de Vienne. Je rappelle, puisque nous en parlerons pas mal aujourd'hui, que presque de manière dominante, que beaucoup de musées ont été des reconversions de bâtiments existants, notamment des palais des souverains ou de l'aristocratie. La création des musées, historiquement, a coïncidé avec la fin des Anciens régimes et donc le recyclage de leurs édifices. Ce fut le cas du Louvre, bien que déjà une architecture spécifique au musée ait commencé à être imaginée. Et ce qui vient à l'esprit à ce propos est le premier bâtiment important conçu pour être d'emblée un musée, qui est le Museum Fridericianum de Kassel, déjà à la fin du XVIIIe siècle. Donc cette histoire des musées, elle a presque des musées en tant que bâtiment spécifique, elle a presque 2 siècles et demi. Les musées ont été des lieux d'invention typologique, des lieux dans lesquels s'est joué de manière complexe la relation entre le contenant et le contenu, puisque certains musées ont été très précisément conçus autour d'un contenant. Je vient à l'esprit le musée de Pergame à Berlin, conçu autour de l'hôtel de Pergame par Messel, à tel point que le musée que vous voyez au-dessus reproduit de l'hôtel de Pergame sa configuration avec une cour et 2 ailes symétriques. Depuis, les choses ont bien changé. Le XXe siècle a correspondu à une série d'inventions architecturales tout à fait étonnantes. J'en évoque certaines qui ne viennent pas toujours à l'esprit quand on pense à la création des musées modernes. Je pense au musée de Berlach, au musée municipal de La Haye, le Gemeente, qui en 1935 était le premier grand musée construit par un architecte moderne. Je pense aussi aux réflexions de Perret matérialisées par ce dessin et qui sont l'indice d'un intense travail collectif réalisé à l'échelle internationale dans les années 30 sous l'égide du Conseil de l'Office international des musées rattaché à la Société des Nations, la réflexion sur les musées, la réflexion collective des conservateurs, des architectes n'étant rien nouvelle. Cette histoire est trop souvent caricaturée, on l'a réduit à des épisodes assurément importants, mais qui sont loin d'être isolés. Parmi ces épisodes, évidemment, ceux qui mobilisent les fondateurs de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement moderne. Le Corbusier et son musée à croissance illimitée, son musée en spirale bidimensionnelle, développé sur 3 dimensions par Frank Lloyd Wright au Guggenheim, dans un bâtiment qui souleva à l'époque l'hostilité très véhémente des artistes vivants. Klein, de Kooning, Motherwell et autres déplorèrent en 1956 qu'avec le Guggenheim de Wright, le cadre orthogonal de référence de l'art était perdu et rejetèrent alors un projet inadapté, selon leurs termes, à une présentation sympathique envers la peinture et la sculpture. Donc l'histoire des musées du XXe siècle n'a pas été une histoire harmonieuse, elle a été jalonnée par des conflits de tous ordres, et notamment ces conflits avec les artistes. Cette histoire, c'est aussi celle de l'invention d'espaces nouveaux, et pas simplement la spirale de Le Corbusier. Je crois qu'il est fondamental de se souvenir des recherches de Mies van der Rohe, et notamment de ce plan libre qu'il imagine en 1943, qu'il déploiera plus tard, par exemple, à Berlin, plan libre qui est encore l'idée de base du projet de Rogers et Piano pour Pompidou, pour le Centre Beaubourg, plus exactement, en 1971. Cette architecture des musées, elle est marquée aussi par des efforts très importants pour trouver des formes spécifiques qui, dans le même temps, soient au service d'une muséographie changeante, d'une muséographie créative. Je pense au travail de Kahn, qui a magnifiquement résolu de 2 manières différentes à Yale, à New Haven et à Fort Worth le problème de l'intégration
des réseaux, des systèmes mécaniques, de l'éclairage et de tous les dispositifs dans l'architecture. Il en a fait une architecture qui intègre et qui ne sépare pas ses composantes et ses équipements, contrairement à ce qui sera le cas avec le Centre Beaubourg, dont je préfère toujours montrer la maquette initiale, qui est un endroit où, au contraire, le musée a été déconstruit dans toutes ses composantes, avec l'idée qu'il soit constamment changeant, mais avec, au fond, à l'esprit, le plan libre de Mies. Avec le Guggenheim de Bilbao, dont on aura l'occasion de parler, la forme extérieure du musée est devenue un élément tout à fait déterminant, bien plus que dans les projets antérieurs, sans pour autant que les galeries soient toujours affectées. Seulement, certaines des galeries du Guggenheim de Bilbao sont des galeries spécifiques, les autres sont des galeries orthogonales, extrêmement tranquilles, au service de la présentation des collections du Guggenheim. Dans cette brève histoire, il est évident qu'il ne convient pas de laisser de côté les grandes restructurations, le recyclage des grands conteneurs abandonnés par l'industrie. Les musées émergent quand l'industrie fléchit. C'est le cas à Bilbao, où ils s'implantent sur des terrains auparavant affectés à la métallurgie. C'est le cas avec la Tate Modern de Londres. Mais par ailleurs, il ne faudrait pas non plus oublier d'autres expériences plus bucoliques, dans lesquelles le musée va au-devant du paysage ou se constitue en paysage, comme dans le cas du musée Louisiana, de l'espèce d'archipel que forme le musée Louisiana au Danemark. Je voudrais dire deux ou trois choses encore pour lancer la discussion. On a souvent souligné à propos de l'espace des musées, notamment des musées d'art contemporain, qui ne sont pas les seuls musées à être réalisés aujourd'hui, loin de là, on parlera beaucoup de musées de beaux-arts aujourd'hui, de musées liés à des collections historiques. On a beaucoup parlé de l'opposition entre le cube blanc des galeries d'art contemporain et des galeries à forme spécifique, à forme déterminée, comme celle consacrée à Kiefer, à droite, au Guggenheim de Bilbao. Mais il est clair qu'il y a d'autres paradigmes spatiaux. Cette opposition est une simplification un peu paresseuse d'autres paradigmes, celui du plan libre, celui des espaces trouvés. Je parlerai par exemple à propos du Palais de Tokyo, qui est plus un lieu d'exposition qu'un musée, d'un cube gris plutôt que d'un cube blanc. N'oublions pas aussi que les galeries qui étaient dominantes jusqu'aux années 70 dans le programme des musées ne sont plus désormais qu'une fraction d'espaces qui assemblent les réserves, les commerces, puisque les marchands sont admis, voire invités dans le temple, et les services pédagogiques, administratifs ou techniques. Les musées sont devenus des programmes extrêmement complexes, qui ont connu et qui connaissent une croissance. Il semble que le phénomène de la croissance soit un phénomène irrésistible pour les musées d'une certaine taille, qu'elle soit horizontale. Ici, nous voyons le labyrinthe qui est devenu le Metropolitan Museum Art à New York à partir du bâtiment initial de Hunt, cette croissance dans toutes les directions, proprement monstrueuse quand on la voit sur cette vue aérienne. Un musée concurrent à New York a aussi connu un phénomène de croissance, mais lui contenu à l'intérieur d'un îlot qui se poursuit désormais à l'intérieur de certains des étages de la tour que Jean Nouvel édifie à l'heure actuelle. Donc ici, il s'agit plus d'une croissance verticale, d'une croissance latérale, et aussi, phénomène intéressant, de l'apparition d'un programme mixte, le musée colonisant certains espaces d'un gratte-ciel, ce qui n'est d'ailleurs qu'un retour aux origines du MoMA, qui était initialement, qui avait été créé dans un appartement d'un immeuble de Manhattan. Donc les musées sont entrés dans un cycle de croissance, dans un cycle qui est un cycle planétaire, avec le branding des grands musées. Lorsque l'article devient indéfini et que l'on parle d'un Guggenheim, d'un Louvre, d'un Pompidou, ou comme on l'a fait un moment à Las Vegas et à Amsterdam, d'un Ermitage,
le musée déborde les limites de son terrain, de sa ville, de son pays, et entre dans une circulation mondiale. Alors, je voudrais terminer avec une remarque tout à fait évidente, mais néanmoins, à mon sens, utile pour la discussion d'aujourd'hui. Le musée comme objet urbain, je dirais qu'aujourd'hui, il est peu de musées qui soient véritablement célibataires, qui soient véritablement autonomes dans l'espace urbain. Les musées participent d'écosystèmes complexes. C'est vrai, il est vrai que certains d'entre eux restent isolés. Je pense au Centre Pompidou, sur la frange occidentale du Marais. Je pense au musée de Meyer à Barcelone, qui a été parachuté dans le quartier du Raval pour des raisons de vanité politique du maire de Barcelone de l'époque. Mais ailleurs, les musées forment système. Le Louvre en est venu, au travers de son expansion, à devenir un composant de ville bien plus ample qu'il était à l'origine. À Madrid, le Reina Sofia, le Prado, la collection Thyssen, la Caixa ont créé un système urbain tout à fait exceptionnel. À Manhattan, du musée de la ville de New York jusqu'au Metropolitan, c'est un mile qui est jalonné de musées, qui parfois entre dans Central Park, qui parfois s'adosse au tissu des bâtiments de New York plutôt pour les nier, dans le cas du Guggenheim de Wright. Les musées en sont venus à former des composants importants de villes, notamment l'île des musées de Berlin, l'île des musées de Berlin qui fut créée à partir de la fin du XIXe siècle, à partir évidemment du premier bâtiment qui était celui de Schinkel, bien plus précoce, en réponse notamment au Louvre, avec l'idée d'opposer un autre principe à celui du Louvre. Dans le même temps, et plus proche de nous, le Guggenheim de Bilbao a joué un rôle polarisateur d'une importance tout à fait considérable dans cette ville. Pour terminer, les modes d'agrégation des musées, soit des institutions singulières, ici le musée du comté de Los Angeles, dont Victoria Newhouse parlera plus avant, qui devient un véritable campus à partir de son implantation initiale. Donc le musée devient campus par sa propre force d'expansion, et parfois les musées fabriquent par leur voisinage, par leur coprésence, contribuent par leur coprésence à l'urbanisation de nouveaux territoires. C'est le cas d'Abu Dhabi avec la collection de musées qui sera évoquée par Hala Wardeh à propos du Louvre plus tard. Le musée, on le comprend et on le verra, est devenu ce que j'appellerais avec Marcel Mauss un fait social total. Ça n'est pas qu'un programme, ça n'est pas la rencontre d'une collection et d'une enveloppe. Le musée est devenu un projet commun partagé par les conservateurs, par les curateurs, comme on dit maintenant, les architectes, les artistes invités à faire des œuvres spécifiques au site, les scénographes et tous ceux qui sont partie prenante. Ce sont donc des objets dans lesquels, peut-être plus que dans d'autres programmes, les architectes sont amenés à être attentifs à leurs partenaires, à leurs interlocuteurs, et c'est ce que nous entendrons aujourd'hui. Et je voudrais, pour terminer, revenir au constat pessimiste de Valéry. Valéry, qui écrivait, je l'ai cité, qu'il trouvait que les musées étaient des lieux où il ne rencontrait pas les délices, a proposé l'esquisse d'une interprétation de sa position. Et je le cite à nouveau, Valéry. « Je perçois tout d'un coup une vague clarté à propos de cette impossibilité des musées à provoquer la joie, disons. Une réponse essaye en moi, se détache peu à peu de mes impressions et demande à se prononcer. Peinture et sculpture, me dit le démon de l'explication, sont des enfants abandonnés. Leur mère est morte, leur mère architecture. Tant qu'elle vivait, elle leur donnait leur place, leur emploi, leurs contraintes. La liberté d'errer leur était refusée. Ils avaient leur espace, leur lumière bien définie, leurs sujets, leurs alliances. Tant qu'elles vivaient, donc leur mère architecture, ils savaient ce qu'ils voulaient. Donc pour Valéry,
cette incapacité des musées à apporter les délices était liée à la mort de l'architecture. Ce qui était Valéry était un pessimiste plutôt anti-moderne en matière d'architecture et d'art, et c'est ainsi que cette position se comprend. Aujourd'hui, en revanche, alors que l'architecture, comme discipline d'imagination, est ressuscitée, la mère architecture est revenue, elle pourrait peut-être finalement consoler Valéry de son deuil. Est-ce là, de ma part, l'expression du désir ou le constat de la réalité? La journée permettra peut-être de le comprendre mieux. Merci.